J'appelle Jean-François Cessy, Olivier Grugier, Mathieu Cizel et Thierry Curial pour cette deuxième partie, en précisant que vous avez été sollicité au tout début pour un petit quiz. Montez, je vous en prie, asseyez-vous, installez-vous, ne me laissez pas toute seule. Vous avez été sollicité pour un petit quiz au tout début de l'entrée dans la salle, et que donc on va vous donner tout de suite les réponses à ce quiz. Alors, où est-il? Il n'est pas là. Donc je propose que c'est Jean-François Cessy qui doit donner les réponses au quiz. Oui? Non? Oui? Bonjour. Pardon. Donc nous vous écoutons avec plaisir. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. C'est bon. Je suis là, Ça marche pas. Non, il n'a pas de micro. Voilà, c'est ouvert. Ça marche? C'est normal. Ça fait partie des plaisirs de l'exercice normal. Il y a toujours un micro qui est pas ouvert quand il faut. C'est normal. Tout va bien. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez effectivement un petit quiz qui a été prévu. Certains d'entre vous ont répondu sur 12 questions liées à la pédagogie. Nous allons voir effectivement quelles sont vos réponses durant ces 12 questions. Alors, première question, Jean-François, que pensez-vous de l'utilisation d'appareils numériques en cours, ordinateur, tablette, smartphone? Qu'a pensé la salle? C'est vraiment un bizutage aujourd'hui, parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre, les questions. Elles ne sont pas dans l'ordre. Alors, que pensez-vous de l'utilisation d'appareils numériques en cours? Alors, vous avez été 76% à être favorable à l'utilisation d'appareils numériques en cours. Donc ça confirme ce qui a été dit tout à l'heure. A priori, on a une salle un petit peu geek, et c'est bien, donc très orientée en faveur de l'usage des technologies. Personne ne s'est prononcé contre, c'est quand même intéressant à noter. Vous n'avez pas voté alors? Non. Voilà. Je regrette. Donc il faut voter pour pouvoir s'exprimer. Donc 24% donc étaient partagés par rapport à cet usage. Merci. Alors j'espère que ça en est revenu dans l'ordre. Connaissez-vous le concept BYOD, on dit, ou BYOD? Qu'est-ce que ça signifie déjà? Alors, Bring Your Own Device. Êtes-vous venu aujourd'hui avec vos appareils numériques, téléphone, tablette, etc. Si oui, et que vous n'avez pas répondu au quiz, c'est mal. Puisqu'on a fait avec vous cette séance pour mettre en place en fait une interaction et pouvoir tout à l'heure illustrer un des phénomènes de la pédagogie active, c'est-à-dire rendre actif le public, les élèves, les étudiants. Donc en ce qui concerne le BYOD, donc, vous êtes 71% à connaître ce concept et 29% donc à ne pas le connaître. Très bien. Êtes-vous favorable à l'utilisation en classe d'appareils numériques apportés par les élèves ou les étudiants? Alors là, c'est déjà des questions un peu polémiques. Alors, au cas où vous ne connaissiez pas le concept de BYOD, donc cette question avait pour but de voir si vous étiez pour ou contre l'usage d'appareils numériques en cours, en renfort de la pédagogie, bien entendu, et tout à l'heure, mon intervention appuiera bien là-dessus, la complémentarité entre les deux. Et là, vous êtes donc 82% à avoir répondu oui, à être donc favorable à l'usage de ces appareils et du numérique de manière générale en renfort de la pédagogie. Très bien. Avez-vous déjà organisé une visioconférence web? Donc on fait le tour un petit peu des outils principaux qu'on peut utiliser en pédagogie pour augmenter la présence de l'enseignant en classe, en dehors de la classe, etc., aller vers des formes d'hybridation, de classe inversée, etc. Et donc, dans cet usage visioconférence, on verra que ce n'est pas réservé aux enseignants et que de plus en plus, ça devient à la mode auprès des étudiants, enfin surtout des élèves à l'heure actuelle. Et donc, là, en ce qui vous concerne, public, vous avez été 21% à dire oui, moi j'utilise Skype. Oui, j'utilise Hangout, qui est la visioconférence de chez Google, pour ne pas faire de pub, et à 26% à dire oui sur un autre outil de visioconférence ou de classe virtuelle, sans préciser donc, ou 26% à dire non, j'ai jamais participé à une visioconférence, ou non, tout simplement, c'est-à-dire vous n'avez jamais organisé de visioconférence. Autre question, êtes-vous favorable à l'utilisation en classe ou entre les cours des réseaux sociaux, type Facebook, Twitter ou autres, avec les élèves et les étudiants?
Alors c'est vrai que le côté du numérique, le côté social du numérique, qui est un des côtés les plus intéressants d'ailleurs à investir, puisqu'on parle beaucoup du multimédia en classe, mais le côté social est très intéressant, fait beaucoup débat. Et donc cette question avait pour but de voir justement si vous êtes farouchement opposé au dialogue interclasse ou entre les pairs par rapport à l'usage de ces médias sociaux. Et là, vous êtes 47% à dire oui. Vous êtes donc majoritairement pour, on va dire, mais il y a quand même 29% qui disent non, donc opposé, et 24% qui disent avoir besoin de compléments d'information par rapport au type d'usage qu'on peut en faire. Très bien. Sauriez-vous expliquer le concept de formation hybridée ? Alors méfiez-vous, parce qu'après on vérifiera, on passera dans le public avec le micro, il y aura des notes. Donc le concept de formation hybridée, oui, 71% disent oui, donc bravo, c'est vrai que là on voit qu'on a un public technopédagogue. Tout à fait. Sauriez-vous maintenant expliquer le concept de classe inversée ? Alors à l'identique, 76% disent oui. Donc ça va expliquer le concept de classe inversée, une fois de plus, donc un public très féru de technologie dans l'éducation, ou de numérique éducatif tel qu'on l'appelle. Sauriez-vous expliquer maintenant ce qu'est un MOOC ? À 82% oui, bravo. Quand même. On va quand même dire ce que c'est ou pas ? Oui, allez-y, oui, autres tout à fait, même si Mathieu interviendra tout à l'heure. Ou on peut demander à la salle. In English. Alors, MOOC, Massive Online Open Course. Donc cours ouvert, massif et en ligne, mais bon, on a des spécialistes sur cette scène même pour nous en parler un petit peu plus tard. Suivez-vous ou avez-vous déjà suivi un cours en ligne, un MOOC ? À 71%, vous avez déjà suivi un cours en ligne, ce qui est quand même assez remarquable, puisque c'est quand même un phénomène assez émergent. Non à 18%, et pour 12%, pas encore, mais cela ne devrait pas tarder, car j'en ai repéré un qui m'intéresse. Très bien. Voilà. Utilisez-vous des quiz durant vos cours ? Donc là, on vous a mis en situation justement de vivre cette expérience. Si vous ne l'aviez jamais menée, c'était l'occasion de remplir ce quiz, de tester un outil facile et de voir que ça peut fonctionner même en live dans une conférence. Je vous assure, on n'a pas beaucoup préparé. Non. Vous pourrez demander à Laetitia, c'est vraiment du live de chez live. Et donc ça fonctionne à peu près, tant mieux, profitons-en. Donc oui, à 59%, vous dites utiliser des quiz durant vos cours. En ligne, sur ordinateur, je ne parle pas de quiz papier là. Oui, en version papier à 24%, donc bien 2 fois moins en fait. Ça veut dire que vous êtes 2 fois plus nombreux à utiliser du quiz électronique que du quiz papier. Et à 18% non. Je préfère des questions directes adressées à la classe à l'oral. Bon, cela dit, en amphi, c'est pas simple, mais bon. Et l'un n'empêche pas. C'est bien quand même. Sauriez-vous également définir le concept de pédagogie active ? À 71% oui, à 24% non, et 6% ne se prononcent pas. Alors peut-être qu'on peut revenir sur la toute première question qu'on a peut-être sautée, je ne sais pas si vous l'avez gardée. Peut-être zappé. C'était la composition en fait du public. Oui. Voilà, donc c'était juste pour comprendre en fait qui était dans la salle. Et à 78%, vous êtes enseignant-formateur. J'ai pas d'institutionnel, j'avais mis une rubrique institutionnelle, chef d'établissement administratif, ou du moins, soit ils se cachent, soit ils n'ont pas de smartphone, soit ils ne répondent pas au quiz. Et ça c'est mal. À 0% donc étudiants, bon les étudiants apparemment sont absents ou ne répondent pas au quiz aussi, on a déjà remarqué ça, on le sait. Et 22% autres, voilà. Donc en gros, le public qui a répondu est composé à 78% d'enseignants formateurs et 22% autres. Merci à tous d'avoir joué le jeu également du quiz et je vous redonne la parole, Madame Laborde. Merci infiniment, merci beaucoup. Après, je pousserai mes cris sur les réseaux sociaux et les ravages. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce qu'en tant que mère de famille, ancienne de la télévision, membre du CSA, travaillant aussi avec Olivier Houdet à l'intérieur du CSA, on a aussi fait le tour de ces questions-là. Mais je ne suis pas là pour raconter ma vie, donc je vais vous présenter nos intervenants de cette deuxième table ronde. Donc Jean-François Cessy, que vous venez d'entendre et de voir, et qui va nous parler tout à l'heure justement de cette évolution pédagogique à l'ère du numérique. Vous êtes enseignant à
Pau. Vous nous arrivez donc du cher Béarn, où je retourne moi cet après-midi. Voilà. Olivier, et vous êtes, vous occupez justement de culture et de numérique. Ensuite, nous avons à votre côté Olivier Grugier. Vous êtes maître de conférence à Paris-Sorbonne et vous nous parlerez de l'apprentissage dans l'élémentaire, etc. Ensuite, nous aurons Mathieu Cizel. Bonjour. Vous êtes chercheur à Cachan et vous nous parlerez davantage des MOOC, les Massive Online, etc. Et puis, nous avons ensuite Thierry Curial. Bonjour à vous aussi. Vous êtes le Social Learning de Orange et vous nous direz exactement en quoi tout ça consiste. Alors, je pense que par ordre d'entrée en scène, c'est à vous, cher Jean-François, que je redonne la parole, en vous rappelant que le temps vous est compté à tous et que il faut qu'on ait le temps de conclure ce matin. Et après, la parole est libre. Merci. Donc, je vais commencer par évoquer les principes de l'apprendre. Hein. Donc, l'apprendre est une décision volontaire. L'apprendre demande de l'effort, se réalise par le sens ou par de l'expérience. Alors, je ne vais pas tous les citer. On va s'intéresser au premier, et notamment dans une vision un petit peu paradoxale. Puisque quand on dit, dans le système éducatif, ou dans les sciences de l'apprendre est une décision volontaire. L'apprendre demande de l'effort. On constate qu'on ancre des habitudes de passivité et d'inaction dans nos cours. Et donc, les neurosciences nous ont montré que par l'action, on peut renforcer l'apprentissage. Et là, on fait un petit peu le contraire. Alors, on va voir que ça, en fait, c'est pas très vieux. Ces habitudes que l'on ancre, ça a 182 ans. Donc, notre école, telle qu'on la connaît, la forme scolaire qu'on connaît, est assez jeune. Alors, l'apprendre se réalise par le sens ou l'apprendre par de l'expérience. Donc, ces deux autres principes de l'apprendre. Il est vrai que nous n'imaginons pas assez les savoirs, ça a été bien dit tout à l'heure. Nous ne connectons pas suffisamment ces savoirs par rapport à l'expérience de l'étudiant. Et nous ne connectons pas assez les matières entre elles. Alors là, par exemple, je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas comment activer la vidéo. Une conjecture du théorème de Pythagore ici est intéressante à regarder. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui, si. Donc là, on voit en fait les deux R. Enfin bon, je ne vais pas faire un cours de maths, les matheux s'y retrouveront. Et puis, si vous ne comprenez pas la conjecture, vous viendrez me voir au café après, je vous expliquerai. En tout cas, dans le cadre d'un cours de maths expliqué, ça permet de bien faire comprendre l'équation. Ah. Alors, si vous le dites. Un autre exemple donc, qui permet de vérifier si un angle est droit, toujours avec le même théorème, par exemple pour des apprentis maçons. Donc, ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on va connecter le savoir au vécu de l'étudiant, ou du moins à ses centres d'intérêt par rapport à la matière qu'il apprend. Donc, ce que les Anglais appellent le to bring knowledge to life, ou la connexion au vécu. Après, quand on évoque le principe de l'apprendre, l'apprendre se construit à partir de son style dominant d'apprentissage. Alors, il est clair que là, les neurosciences n'ont pas fini de faire le tour de la question et on a des auteurs ou des scientifiques qui disent une chose ou elles sont interprétées d'une manière en pédagogie et parfois ça donne des résultats qui sont contestables. Donc, quoi qu'il en soit, on a d'une part les neuromythes bien décrits par Steve Masson. Et puis de l'autre part, par exemple, pour ne citer que lui, Howard Gardner avec ses intelligences multiples. Donc on voit bien qu'on n'a pas fait le tour de la question et qu'on a des oppositions ou des avis contraires, ou du moins une manière différente d'interpréter des résultats en recherche. Donc pour l'enseignant, ça nécessite qu'il prenne du recul avant de s'engager trop en profondeur dans un scénario pédagogique et au final, peut-être de ne pas illustrer la théorie scientifique telle qu'elle devrait l'être. Donc, notamment, une des seules pistes qu'on peut suivre assez facilement, c'est comment j'essaie d'individualiser au maximum mon enseignement pour m'adapter à tous, et notamment ceux qui en ont le plus besoin. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre public, nos étudiants ou nos élèves sont des hyper, alors notamment les élèves, c'est à eux que je m'adresse là, aux adolescents, notre adolescence. Donc, ils sont hyper connectés. Une étude américaine montre, alors en France, on a des choses qui sont transposables, mais là, je cite le Common Sense Media qui date de 2015, donc c'est une enquête très récente auprès de 2600 ados, qui montre qu'ils sont connectés 9 heures par jour sur écran. Alors, qu'est-ce que ça génère comme pratique sociale, comme nouvelle pratique sociale? On peut dire que le loisir est essentiellement numérique, puisque si vous enlevez 9 heures, vous allez voir qu'ils y ont passé quand même pas mal de temps. La solitude
elle est numérique, enfin la solitude numérique, pardon, elle est le plus souvent consentie, puisque si on veut ne pas être seul, à travers le numérique, on l'est très facilement connecté avec ses collègues ou avec son réseau de pairs. Les devoirs sont synchrones, de nos jours, sont faits avec ces outils numériques, puisqu'on constate des pratiques de visioconférence chez les jeunes sans qu'on les ait formés pour le faire. Hein. C'est-à-dire que des collégiens qui se connectent via Skype pour faire leurs devoirs ensemble, ou qui chattent, tout simplement. Donc les devoirs sont faits de manière synchrone très souvent. On constate par exemple chez les étudiants des pratiques dans les cours en amphi d'enregistrement numérique des conférences, enfin, ou des cours hein, tout simplement, à travers des enregistreurs numériques ou sur smartphone, et après on peut réécouter. Donc vous voyez que le numérique rentre dans l'enseignement, mais d'une manière qu'on n'imaginait pas forcément toujours. Alors, toujours pareil, pour aller vers qu'est-ce qu'on peut récupérer dans les neurosciences à appliquer dans nos cours, puisqu'il est clair qu'après l'enseignant se trouve démuni par rapport à ce qu'il peut faire de tout ça et comment l'interpréter. Donc le taux de rétention moyen d'un élève, on sait qu'il augmente avec la mise en activité. C'est-à-dire plus on le rend actif, et mieux il retient. Alors après, là-dedans, il y a du neuromythe, il y a de la conjecture, il y a tout ce qu'on veut, mais on sait que de toute manière, le taux de rétention progresse avec l'activité et l'engagement dans l'action. Donc un cours classique, on sait que ça aura un taux de rétention bien plus mauvais qu'une démonstration, un groupe de discussion, ou apprendre par la pratique en laboratoire, par exemple, faire des TP, ou enseigner aux autres. Et là, en fait, on sait que enseigner, c'est-à-dire mettre en posture d'enseigner à un élève, par exemple lorsqu'il fait un exposé devant la classe, on sait que c'est là où il va le mieux retenir le savoir qu'il manipule. Et c'est d'ailleurs ce qui se pratiquait dès 1747 en France à travers l'école mutuelle, hein, Pestalozzi, où là on mettait en scène les étudiants et un apprentissage par les pairs, où les étudiants les plus avancés enseignaient aux étudiants les plus en difficulté. Bon, c'est aussi ce qui se passe en Angleterre avec les belles Lancaster School, hein, écoles mutuelles. Tout ça, ça disparaît en 1833 avec la création d'écoles normales, à croire que les écoles avant n'étaient pas tout à fait normales. Là, je vous laisse en juger. Et l'enseignement simultané, donc, qui remplace cet enseignement mutuel où l'enseignement se faisait par les pairs. Et donc, ce qu'on peut dire là, c'est que ça a 182 ans. Donc, il y a 182 ans, on a changé notre approche de l'enseignement. On est passé à un enseignement simultané. Tout le monde est formé de la même manière, au même moment, dans la même classe, avec un prof. Donc la forme scolaire que l'on connaît date de cette époque-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'étudiant? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme petit principe? Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos classes? Moi, ce que je propose, par exemple, c'est de diminuer la prise de notes. Alors qu'est-ce que ça aura comme effet si je diminue la prise de notes? Je vais augmenter la disponibilité et la concentration, puisque du coup, je peux faire autre chose que simplement écouter et transcrire, ce qui cognitivement prend beaucoup de ressources. Hein. Donc, ça va me permettre d'augmenter la participation et l'interaction. C'est bien ça, d'avoir des élèves participatifs. Ça va me permettre aussi d'améliorer quelque part la considération et de développer la motivation, puisque l'élève, du coup, il a quelque chose à faire de plus intéressant que simplement du secrétariat. Et là, si j'ajoute, alors il me manque une ligne, si j'ajoute le fait de mettre du défi et de susciter la curiosité, je vais aller vers une pédagogie active. D'accord? Alors, je vais passer sur celle-ci. Je vais vous comparer donc, le cours transmissif par rapport au cours interactif, hein, puisqu'on parle beaucoup de cours interactifs et de cours transmissifs. Alors, je ne dis pas qu'il faut enlever le cours transmissif, les cours magistraux, etc., et ne faire que autre chose. Il faut compléter. La pédagogie, en fait, une bonne pédagogie, c'est une pédagogie très diversifiée avec beaucoup de scénarios différents, et on va le voir. Donc le cours transmissif est, lui, le plus souvent linéaire en classe, centré sur l'enseignant, c'est ce que je suis en train de faire là, basé sur l'instruction collectif, basé sur un transfert de connaissances par un enseignant transmetteur. Donc on a affaire à une pédagogie classique sur un scénario qui est plutôt répétitif. À côté, vous avez un cours interactif, donc hyper lié, ce qui signifie en fait que plusieurs modules peuvent avoir lieu en même temps et dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. Il peut donc avoir lieu partout, y compris à distance, va être centré sur l'apprenant. C'est ça qui est intéressant, c'est que je vais m'intéresser à comment mes élèves apprennent et pas comment moi je vais faire mon cours. Il va être basé sur la construction, la découverte, il va être le plus individualisé possible, puisque je vais faire des travaux de groupe. Il va développer de la métacognition, il va être réalisé par un enseignant qui est le plus souvent aussi tuteur, facilitateur, scénariste,
puisque là, il va falloir scénariser les cours avec beaucoup plus de temps et de finesse. Donc là, on va avoir affaire à une pédagogie active et un scénario qui va être très varié. Alors pour illustrer cette variété, à gauche, donc, je vous ai remis la pédagogie classique avec son scénario répétitif. Donc le plus souvent, c'est un cours magistral avec des exercices d'application et une évaluation sommative. À ça s'ajoute régulièrement de la démonstration, du travail en équipe, parfois du laboratoire, ce qu'on appelle du TP, hein, et de la ressource du milieu, c'est-à-dire des visites scolaires sur des sites particuliers. La pédagogie active, elle, va pouvoir ajouter toute la liste que je vous ai mis là et qui n'est pas du tout exhaustive. Hein. On entend le plus souvent parler d'enseignement par les pairs, d'apprentissage coopératif, d'apprentissage par problème, d'études de cas, d'approche par projet, découverte guidée. Je vous en cite quelques-uns qui sont intéressants. Les jeux de rôle, les tournois, la simulation, la robotique pédagogique, donc des choses auxquelles on ne pense jamais. Parce que c'est des choses parfois nouvelles aussi. Hein. Mais là, on a une grande variété de scénarios et c'est ce qui fait la richesse de la pédagogie. C'est que l'élève, quand il arrive, il ne se dit pas ah ben, je sais ce qui va se passer, je m'assois, j'écris et j'écoute. Et je me tais, surtout. Donc en pédagogie classique, à ça, on va ajouter le fait que l'évaluation est le plus souvent sommative, c'est-à-dire qu'il y a peu de feedback, peu de retour élève-enseignant, enseignant-élève. La démarche est le plus souvent inductive, c'est-à-dire qu'on part du général et on va vers le particulier, alors les flèches ont bougé, avec donc des exercices d'application. On a un taux de rétention dans ces cas-là qui est assez mauvais. On sait que dans une démarche déductive comme ça, le taux de rétention n'est pas bon. À côté, donc en pédagogie active, on a un scénario varié, l'évaluation donc est formative, c'est-à-dire avec énormément de feedback. La démarche est inductive, c'est-à-dire que je pars de cas particuliers et je vais découvrir des concepts à travers ces cas particuliers pour aller vers le cas général. Et là, j'ai donc quelque chose qui propose un meilleur taux de rétention. À gauche, alors ce qui est intéressant de relever, c'est cette posture de la maîtrise. Pour l'enseignant, il n'a pas de, comment dirais-je, d'imprévu. Et donc c'est pour ça que c'est rassurant de faire du cours magistral. À droite, on doit avoir une posture du lâcher-prise pour l'enseignant. Et cette posture du lâcher-prise, elle est très déstabilisante. C'est ce qui fait aussi qu'on a du mal à s'engager dans des pédagogies actives. Alors je vais vite conclure. On a donc, quand on part du cours magistral, une progression logique vers le travail collaboratif, vers l'auto-formation guidée, vers l'usage d'outils numériques. Si on ajoute l'usage d'outils numériques, on peut aller facilement vers de la formation hybridée, c'est-à-dire un mélange de présence et de distance, et enfin donc aller vers par exemple ce qu'on pourrait appeler de la classe inversée, mais qui n'est pas une fin en soi, c'est juste un des scénarios possibles de pédagogie active. Il ne faut pas le prendre comme la panacée, c'est une des lignes que j'ai mis dans mon tableau tout à l'heure, sans plus. Mais par contre, une ligne intéressante. Alors, si vous ne voulez pas voir fleurir ces t-shirts dans vos cours ou sur vos campus, je vous propose d'installer durablement de la pédagogie et du numérique au sein de vos cours, tout simplement pour aller vers une pédagogie plus active. Alors, on ne parle pas de pédagogie inversée, de classe inversée ou autre. Le débat se situe autour de la pédagogie active, avec ou sans numérique. Merci. Merci beaucoup. Merci.